Bienvenue sur l'émission que l'on s'accorde pour une vie de plus en plus élégante. Ici, nous parlons d'élégance personnelle, relationnelle et intellectuelle. Je suis Margot et dans mes séries, nous décortiquons des sujets sur plusieurs émissions qui permettent de comprendre, d'appréhender les choses et de développer nos capacités cognitives et techniques pour naviguer dans le monde qui nous entoure. Nous avons tous déjà entendu cette question, probablement dès l'adolescence. Es-tu plutôt scientifique ou littéraire ? Plutôt rationnel ou plutôt créatif ? Plutôt tête ou cœur ? Comme si notre intelligence devait nécessairement choisir son camp, s'enfermer dans une case et renoncer à une moitié d'elle-même. Cette division, nous l'avons tellement intégrée qu'elle nous semble naturelle, évidente même. Et pourtant, elle est l'une des plus grandes impostures intellectuelles de notre époque. Ce que nous allons explorer aujourd'hui, c'est une idée à la fois simple et radicale, qui est que, pour véritablement développer notre intelligence générale, nous devons dépasser cette fausse dichotomie. Un esprit complet n'est pas un esprit scientifique ou humaniste. C'est un esprit qui refuse cette séparation artificielle et qui cultive les deux dimensions simultanément, dans une fusion authentique. Nous allons voir comment, aux frontières de la connaissance, les disciplines autrefois isolées commencent à dialoguer, à s'articuler, révélant une vérité dérangeante qui est que la réalité elle-même refuse d'être compartimentée. Nous allons comprendre pourquoi les plus grands défis de notre temps, ceux qui nous empêchent de dormir, ceux qui définissent notre époque, ne peuvent être saisis qu'à travers cette intelligence intégrative. Mais surtout, nous allons découvrir ce que signifie vraiment avoir une tête bien faite, plutôt qu'une tête bien pleine, comme le dit Edgar Morin. Non pas comme un luxe intellectuel, mais comme une nécessité vitale pour quiconque souhaite naviguer dans la complexité de notre monde sans se perdre, sans renoncer à une partie de sa capacité à comprendre. Cette émission est la première d'une série de 4 émissions sur le développement de l'intelligence générale. Cette série est inspirée des travaux d'Edgar Morin et notamment de son livre « Une tête bien faite ». Ce genre de contenu est pour moi une brique indispensable à une élégance intellectuelle travaillée et affinée. Nous en avons quelque peu parlé dans mon émission sur la polymathie. Et nous commençons donc aujourd'hui par une fondation essentielle, réunir ce qui n'aurait jamais dû être séparé. Alors, êtes-vous prêt à refuser d'être moins que complet ? Nous vivons dans un monde fracturé, pas seulement politiquement ou socialement, mais intellectuellement. Depuis notre plus jeune âge, on nous a conditionnés à choisir un camp. Sommes-nous du côté des sciences ou des lettres ? Préférons-nous les équations ou la poésie ? Les données ou les émotions ? Comme si la profondeur de notre intelligence devait nécessairement s'inscrire dans l'une de ces cases prédéfinies. Cette division artificielle a creusé un fossé dans notre manière de penser, de comprendre et même d'exister. D'un côté, nous trouvons ceux qui se réfugient dans la rigueur scientifique, armés de méthodologies et de preuves empiriques, mais parfois aveugles aux nuances de l'expérience humaine. Et de l'autre, ceux qui cultivent une sensibilité humaniste, capable de saisir la complexité émotionnelle existentielle, mais parfois démunis face aux mécanismes concrets du monde physique. Et si cette séparation était non seulement réductrice, mais fondamentalement erronée ? Et si, pour véritablement développer notre intelligence générale, nous devions transcender cette division obsolète et embrasser une forme de pensée qui refuse de compartimenter ce qui devrait naturellement être uni, en fait. Ce que nous explorons aujourd'hui n'est pas une simple conciliation entre deux approches. C'est la reconnaissance d'une vérité profonde. C'est la reconnaissance qu'un esprit véritablement complet, un esprit capable de naviguer dans la complexité de notre époque doit être simultanément scientifique et humaniste. Non pas l'un ou l'autre, non pas même un équilibre entre les deux, mais une fusion en fait, une fusion authentique où chaque mode de pensée nourrit et enrichit l'autre. C'est un système vivant, dynamique. Pendant trop longtemps, la spécialisation a été glorifiée comme le summum de l'excellence intellectuelle. C'est normal, c'est une question d'époque. Nous avons été encouragés à creuser profondément dans un domaine unique, à devenir des experts dans des niches et dans des niches de plus en plus étroites. Cette approche a certes produit des avancées remarquables, mais elle a aussi engendré une fragmentation dangereuse de notre compréhension collective. Les disciplines se sont isolées les unes des autres, développant leur propre langage, leur propre méthodologie et, du coup, leur propre vérité. Et donc, elles sont souvent incapables de dialoguer entre elles.
Ça finit comme ça. Mais quelque chose d'extraordinaire est en train de se produire actuellement. Aux frontières de la connaissance, là où les esprits les plus audacieux osent s'aventurer, nous assistons à un phénomène fascinant. Les disciplines commencent à se retrouver, à s'articuler et à fusionner. La cosmologie dialogue avec la philosophie. Les neurosciences éclairent des questions éthiques anciennes. L'écologie nous force à repenser nos systèmes économiques et nos valeurs sociales. La préhistoire revise notre compréhension de ce que signifie être humain. Ce mouvement n'est pas anecdotique. Il représente l'émergence d'un nouvel esprit scientifique, un esprit qui reconnaît que la réalité elle-même refuse d'être compartimentée. Les grands défis de notre temps, donc le changement climatique, l'intelligence artificielle, les inégalités systémiques, les crises existentielles collectives, tout ça, ça ne peut pas être compris et encore moins résolu à travers le prisme d'une seule discipline. Il exige une pensée capable de tisser des liens, de voir des patterns, des schémas qui connectent, d'appréhender la complexité sans la réduire. Cette capacité à créer des ponts entre les connaissances, à voir comment les idées s'entrelacent et s'illuminent mutuellement, n'est pas une compétence technique. C'est une forme d'intelligence profondément différente de celle que notre système éducatif traditionnel valorise. C'est ce que nous pourrions appeler l'intelligence générale. Non pas au sens d'une connaissance superficielle de tout, mais au sens d'une aptitude à problématiser, à contextualiser, à mettre en relation, en fait. Développer cette intelligence générale nécessite que nous cultivions simultanément deux dimensions de notre esprit qui ont été artificiellement séparées. La première est effectivement cette ouverture scientifique renouvelée, c'est-à-dire une rigueur analytique qui n'est plus prisonnière de la fragmentation disciplinaire. Mais cette dimension seule ne suffit pas. Elle peut nous dire comment les choses fonctionnent, mais pas nécessairement ce qu'elles signifient ni comment nous devrions vivre en leur présence, ce qui est la base quand même. Et c'est ici qu'intervient donc la culture des humanités. Donc non pas comme un luxe décoratif ou un vestige nostalgique du passé, mais comme une nécessité absolue pour quiconque souhaite naviguer dans la complexité humaine. Les humanités nous enseignent quelque chose que les sciences seules ne peuvent pas transmettre, c'est-à-dire l'aptitude à nous ouvrir aux grands problèmes existentiels, à réfléchir sur nos présupposés, à saisir les nuances de l'expérience vécue, à intégrer le savoir dans notre propre vie de manière transformative, au quotidien. Pensons à ce que cela signifie concrètement lorsque nous lisons de la philosophie, de la littérature, lorsque nous explorons l'histoire ou contemplons l'art. Nous ne faisons pas simplement l'acquisition d'informations. Nous développons une capacité à nous interroger nous-mêmes, à examiner nos motivations, à comprendre la condition humaine dans toute sa richesse paradoxale. Cette forme de connaissance n'est pas arbitraire, elle éclaire directement notre conduite. Elle affine notre discernement et elle approfondit notre connaissance de nous-mêmes, bien entendu. Et c'est précisément dans cette intégration entre connaissance et vie, entre savoir et être, que réside la véritable sagesse. Un scientifique brillant qui ne comprend pas les implications éthiques de son travail, qui ne peut pas contextualiser des découvertes dans le tissu plus large de l'expérience humaine, reste intellectuellement incomplet. De même, un penseur humaniste qui ignore les mécanismes scientifiques qui sous-tendent notre réalité physique et sociale se prive d'outils essentiels pour comprendre le monde qu'il habite. Nous avons besoin des deux, non pas successivement, non pas compartimentés, mais fusionnés dans une seule et même démarche intellectuelle. Nous avons besoin de cerveaux capables de manier l'analyse rigoureuse tout en restant sensibles aux dimensions qualitatives de l'existence. De penseurs qui peuvent déconstruire un argument logiquement tout en saisissant intuitivement les vérités qui échappent à la pure rationalité. D'individus qui comprennent les données sans perdre de vue les histoires humaines qu'elles représentent, évidemment. Cette fusion entre l'esprit scientifique et l'esprit humaniste n'est pas un idéal abstrait. C'est une nécessité urgente face aux défis de notre époque. Nous vivons dans un monde d'une complexité sans précédent, vous êtes d'accord avec moi, où les problèmes locaux ont des répercussions globales, où les décisions technologiques soulèvent des questions philosophiques fondamentales et où chaque avancée scientifique finalement nous confronte à des dilemmes éthiques inédits. Et pour naviguer dans cette réalité, nous ne pouvons plus nous permettre le luxe de l'ignorance spécialisée.
Nous ne pouvons plus nous contenter d'être brillants dans un domaine étroit tout en restant aveugles au contexte large. Les véritables défis de notre temps, qu'il s'agisse de justice sociale, de durabilité écologique, de gouvernance démocratique, ou même simplement de mener une vie authentique et significative, rien que ça entre guillemets, tout ça, ça exige une intelligence dite intégrative. Cette intelligence intégrative, c'est ce que nous appelons avoir une tête bien faite, plutôt qu'une tête bien pleine. Une tête bien pleine accumule des faits, des théories, des méthodes, dans des compartiments séparés, dans des cases en fait. C'est très bien, mais pas que. Une tête bien faite, elle comprend comment ces éléments s'articulent, comment ils forment des patterns, comment ils sont rangés dans des cases pour pouvoir comprendre quelque chose, mais ensuite comment ils se mettent en relation, comment ils s'appliquent à des situations nouvelles et complexes. Elle ne se contente pas de savoir la tête bien faite par rapport à la tête bien pleine. Elle comprend la signification de ce savoir. Et développer une tête bien faite, c'est un processus continu qui ne s'arrête jamais vraiment, évidemment. Ce n'est pas quelque chose que nous accomplissons une fois pour toutes dans notre jeunesse éducative. C'est une pratique de toute une vie, une disposition d'esprit que nous cultivons constamment. À chaque étape de notre développement, nous devons mobiliser à la fois de la culture scientifique et de la culture des humanités, les laissant se nourrir mutuellement, s'enrichir réciproquement. C'est peut-être un peu plus dur pour notre génération, parce que nous n'avons pas été élevés comme ça. Mais si nous enseignons à nos enfants cette façon de raisonner, ce sera beaucoup plus facile pour eux plus tard. Nous, il va falloir déconstruire et reconstruire quelque chose. Et il y aura toujours des petits résidus qui vont rester, qui vont traîner. Mais d'en être conscient, c'est déjà quelque chose d'intéressant et de primordial. Ensuite, si nous réussissons à transmettre ça aux plus jeunes, aux enfants, cette façon de raisonner, eh bien les générations d'après vont être beaucoup plus intelligentes finalement, mais cette intelligence intégrative, bien entendu. Donc une génération bien plus intelligente. C'est possible. Imaginez comment nous aborderions différemment les questions qui nous préoccupent si nous opérions avec cet esprit complet, nous concernant. Prenons une question aussi fondamentale que « Comment devrions-nous vivre ?» Une approche purement scientifique pourrait nous parler de dopamine, de biais cognitifs, de statistiques sur le bonheur, vous voyez ? Alors qu'une approche purement humaniste, elle pourrait nous plonger dans la sagesse philosophique, les récits littéraires, les traditions spirituelles. Là, vous reconnaissez certains schémas que vous avez ou que votre entourage a. Mais c'est seulement en fusionnant ces deux perspectives que nous commençons à saisir la pleine complexité de la question. Comment nos mécanismes biologiques et nos choix conscients interagissent ? Comment les structures sociales et les aspirations individuelles se façonnent mutuellement ? Comment la connaissance objective et l'expérience subjective s'illuminent l'une l'autre ? Cette approche intégrative nous permet aussi d'échapper aux guerres tribales qui paralysent souvent le discours intellectuel. Lorsque nous refusons de nous enfermer dans un camp ou un autre, lorsque nous cultivons la capacité à penser avec plusieurs modes à la fois, nous développons une forme de souplesse cognitive qui nous rend plus résilients face à la complexité, plus ouverts au dialogue bien sûr, plus capables de trouver des solutions créatives aux problèmes apparemment insolubles d'ailleurs. Ce n'est pas facile. Comme je vous le disais, notre système éducatif, nos structures professionnelles même, nos identités personnelles, nous poussent vers la spécialisation et la séparation. Mais résister à cette pression, maintenir vivant en nous cet esprit complet, est peut-être l'un des actes les plus radicaux et nécessaires en fait que nous puissions accomplir dans le monde contemporain. Nous devons restaurer cette finalité de la tête bien faite, non pas par nostalgie d'un passé idéalisé, mais parce que notre survie collective et notre épanouissement individuel en dépendent en fait. Les défis de la globalité, de l'interconnexion, de la complexité systémique ne peuvent être relevés que par des esprits capables de voir grand tout en pensant profond. En fait, de manier l'abstraction tout en restant ancré dans le concret, de comprendre la science tout en honorant l'humanité, c'est primordial, c'est essentiel. C'est là notre invitation et notre défi, devenir des penseurs complets dans un monde fragmenté, des esprits intégrés dans une époque de division. Non pas par arrogance intellectuelle, on s'en fiche, c'est pas ça, c'est vraiment une nécessité vitale. Car c'est seulement avec de tels esprits que nous pourrons créer un futur qui soit à la fois technologiquement avancé et profondément humain, rationnellement cohérent et existentiellement significatif. Apprendre à travailler avec l'intelligence artificielle, par exemple, c'est pas un ennemi, l'intelligence artificielle, c'est un outil extraordinaire. Et quand on s'y intéresse de près, on comprend qu'elle pourra jamais remplacer l'humain.
C'est pas possible, c'est deux mondes différents. Mais il faut s'y intéresser, il faut cesser d'en avoir peur, et il faut s'y intéresser. Et au plus on s'y intéresse, au plus on comprend la grandeur de l'esprit humain. C'est très très important. La route est longue, mais elle commence par ce simple refus, le refus d'être rien de moins que complet. J'espère que cette première émission de cette série vous a plu et vous pousse à vous interroger. Moi j'ai adoré, bien entendu, et je vous retrouve demain sur le sujet « Apprendre au-delà d'une discipline, au-delà d'une simple matière ». Et je serai ravie de vous lire en commentaire. À bientôt.